16e arrondissement, Paris. Le portail automatique de l'hôtel particulier le plus exclusif de l'avenue Foch s'ouvre sur la Bentley noire de Philippe Dumont, magnate de l'immobilier pesant 4 milliards d'euros. Un jeune homme sale et désespéré se jette devant la voiture en hurlant des avertissements impossibles. « Ta femme a coupé les freins, il y a un virage mortel sur le périphérique, tu vas mourir dans 15 minutes. » Le milliardaire rit de l'absurdité, mais quand le garçon crie qu'il est son fils, le fils abandonné il y a 17 ans, et prononce le nom de Marie Dubois, un fantôme du passé, Philippe appuie instinctivement sur le frein. La pédale s'enfonce dans le vide. À cet instant, il comprend. Le SDF dit la vérité. Et il n'a que 30 secondes pour décider s'il fait confiance au fils qu'il n'a jamais reconnu ou s'il meurt des mains de l'épouse qu'il croyait connaître. Le matin du 15 octobre brillait de cette lumière dorée que seul Paris sait offrir en automne. Philippe Dumont, 53 ans d'arrogance condensée dans un costume Dior à 12 000 €, traversait le salon de son hôtel particulier du 16e avec l'assurance de celui qui possède la moitié du quartier de la Défense. Ses chaussures Berluti résonnaient sur le marbre de Carrare, tandis qu'il passait devant les Monet et les Cézanne, des investissements valant autant que des immeubles entiers à Saint-Denis ou Clichy-sous-Bois. Catherine, sa femme, était sur la terrasse vitrée, parfaite dans son peignoir de soie couleur nude, les cheveux blonds vénitiens captant le soleil matinal. 49 ans portés avec la grâce artificielle de qui fréquente les meilleures cliniques de Neuilly. Elle leva la main dans ce qui semblait un salut affectueux, tandis qu'ils se dirigeaient vers le garage. Le baiser sur la joue qu'ils échangèrent avait la température du marbre sous leurs pieds, une formalité jouée pour le personnel de maison et les caméras de sécurité. La Bentley Continental GT noire l'attendait, luisante comme un miroir d'obsidienne, le dernier joyau d'une collection incluant des Ferrari vintage et des Bugatti jamais conduites. Philippe adorait ce rituel matinal. Le grondement du moteur V12, le parfum du cuir anglais, la sensation de pouvoir absolu tandis que les portails automatiques s'ouvraient sur le Paris qu'il dominait du haut de ses milliards. C'est alors que le garçon apparut. Il se matérialisa du néant comme une tache de réalité sale dans le tableau parfait de l'hôtel particulier. 17, peut-être 18 ans. Les vêtements racontant des nuits passées dans les cartons sous les ponts de la Seine, les cheveux emmêlés et gras qui n'avaient pas vu de shampoing depuis des semaines. Mais c'étaient les yeux qui frappaient, d'un bleu intense qui brûlait d'une urgence fébrile dans le visage creusé par la faim. Le garçon se jeta littéralement devant la Bentley, les mains frappant le capot immaculé, laissant des empreintes de saleté qui seraient, Philippe ne pouvait le savoir, la dernière chose intacte qu'il verrait de sa voiture. Son cri déchira l'air matinal avec une urgence primitive qui fit même se retourner le jardinier portugais, occupé à tailler les rosiers. Philippe baissa la vitre électrique avec un agacement aristocratique, préparant déjà mentalement la réprimande au chef de la sécurité pour cette faille impardonnable dans le système. Mais les mots du garçon le glacèrent comme de l'azote liquide dans les veines. Le jeune parlait de freins coupés, d'un virage spécifique sur le périphérique, porte de la Chapelle, après le tunnel, où la voiture s'écraserait contre le mur de béton après une chute de 30 mètres. Il parlait du mécanicien de la concession soudoyée, du chauffeur qui s'était déclaré malade précisément ce matin-là, d'un plan orchestré dans les moindres détails. Philippe rit, un rire gras et arrogant de celui qui est habitué à acheter et vendre des destins humains comme s'il s'agissait de parcelles constructibles. Mais alors le garçon prononça le nom qui changea tout, Marie Dubois. Le sang de Philippe se transforma en glace. Marie Dubois était un fantôme enterré depuis 17 ans, sous des montagnes d'oubli volontaire et de culpabilité endormie. La comptable de Montreuil, avec mention très bien à HEC et des yeux bleus comme l'océan, qu'il avait séduite par ennui lors d'une soirée d'audit, utilisée pendant des mois comme divertissement secret, puis éliminée de sa vie quand la grossesse menaçait de compliquer son existence dorée.
Le garçon continuait à parler, chaque mot un clou dans le cercueil des certitudes de Philippe. Il s'appelait Lucas. Il était le fils que Philippe avait fait déclarer mort-né en soudoyant le chef de service de la maternité de l'hôpital Necker. Marie s'était suicidée en se jetant du pont de Grenelle quand il avait 3 mois, après que Philippe l'ait fait licencier avec de fausses accusations de détournement, l'empêchant de retrouver du travail dans tout Paris avec son réseau d'influence. Philippe sentit sa main bouger instinctivement vers la pédale de frein. Il l'enfonça légèrement, presque pour vérifier l'absurdité de ses accusations. La pédale s'enfonça dans le vide comme ses certitudes. La terreur lui explosa dans la poitrine comme une grenade. Il leva les yeux vers la terrasse. Catherine était toujours là, le sourire parfait qui lui semblait maintenant celui d'une menthe religieuse. À côté d'elle, il remarqua pour la première fois se tenait François, le chef de la sécurité, qui souriait aussi. Un sourire complice que Philippe avait vu 1000 fois dans le monde des affaires, quand quelqu'un était sur le point d'être poignardé dans le dos. Le garçon, Lucas, son fils, la pensée était impossible à traiter, indiqua avec urgence l'Audi noir garé 50 mètres plus loin. Maître Bertrand, le notaire qui gérait toutes les affaires de Philippe, était au volant, téléphone à l'oreille. L'amant de Catherine révéla Lucas, qui planifiait avec elle ce moment depuis 2 ans. Ils avaient déjà préparé de faux documents, des témoins achetés, une reconstitution de l'accident qui ne laisserait aucun doute. Tragique fatalité, veuve inconsolable qui hérite de tout, nouveau mariage après le deuil de rigueur. Philippe regarda ce garçon qui prétendait être son fils. Il vit ses propres yeux bleus dans un visage qui avait les traits délicats de Marie, la même bouche, la même façon d'incliner la tête. La mathématique génétique était irréfutable, mais plus que l'ADN, c'était le regard qui le convainquait. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une urgence désespérée de sauver le père qu'il n'avait jamais eu. Le moteur de la Bentley ronronnait. 300 000 € d'ingénierie britannique transformée en piège mortel. Philippe avait des secondes pour décider. Il pouvait ignorer l'avertissement, conduire vers le destin que Catherine avait préparé, mourir dans la certitude de ses convictions. Ou il pouvait croire cet impossible sauveur surgi du néant, ce fils fantôme qui avait choisi le salut plutôt que la vengeance. Il coupa le moteur. Au moment où il sortit de la voiture, il entendit le clic métallique sous la Bentley. Lucas l'entendit aussi et traîna Philippe loin, avec une force surprenante. L'explosion qui suivit 3 secondes plus tard transforma la Bentley en boule de feu qui fit voler en éclats les fenêtres du rez-de-chaussée. S'il était resté dans la voiture, il n'y aurait rien eu à identifier. Catherine hurla depuis la terrasse, mais ce n'était pas un cri de peur pour le mari presque tué. C'était de la rage pure, de la frustration pour un plan échoué. François sortait déjà son pistolet, mais hésita, tirer en plein jour dans le 16e avec des dizaines de caméras et de témoins, n'était pas prévu. Bertrand sortit de l'Audi, le visage un masque de panique, tandis qu'il composait frénétiquement des numéros sur son téléphone, appelant probablement les complices pour le plan B. Lucas saisit le bras de Philippe et courut. Pas vers l'avenue Foch, où Bertrand pouvait les intercepter, mais vers le bois de Boulogne, à travers une brèche dans la clôture que seuls ceux qui vivaient dans la rue pouvaient connaître. Ils couraient entre les chênes centenaires, tandis que derrière eux s'élevaient sirènes et cris. Philippe, habitué à la salle de sport avec coach personnel, mais pas à la vraie fuite, sentait ses poumons brûler et ses jambes faiblir. Lucas, lui, se déplaçait avec l'agilité d'un animal urbain, connaissant chaque sentier, chaque cachette. Ils ne s'arrêtèrent qu'après 20 minutes, cachés dans une cabane abandonnée des jardiniers municipaux. Philippe haletait, le costume Dior ruiné, les chaussures Berluti rayées et sales. Pour la première fois depuis des décennies, il n'avait le contrôle sur rien. Il regarda ce garçon qui prétendait être son fils, qui venait de le sauver d'une mort certaine, et vit Marie Dubois le regarder à travers ses yeux bleus identiques aux siens. La cabane puait le moisi et l'abandon, des toiles d'araignée dans les coins et des outils rouillés entassés comme des os dans un ossuaire. Philippe Dumont, l'homme qui déjeunait habituellement avec des ministres et des cardinaux, était assis sur une caisse de bois pourri,
tandis que son fils, la pensée lui semblait encore impossible, surveillait à travers les planches disjointes. Lucas raconta son histoire d'une voix plate, sans emphase dramatique, comme celui qui a appris que l'émotivité est un luxe que la rue n'accorde pas. Il avait grandi à l'orphelinat Saint-Vincent jusqu'à 11 ans, quand une sœur mourante lui avait révélé la vérité sur sa naissance et lui avait donné la lettre que Marie avait laissée. Une lettre qui parlait d'amour pour un homme qui l'avait trahi, d'espoir qu'un jour, père et fils se retrouveraient, de pardon même dans le désespoir. Échappé de l'orphelinat, il avait vécu dans les rues de Paris, dormant sous les ponts l'été et dans les stations de métro l'hiver. Il avait appris à survivre en volant les touristes à Notre-Dame, partageant la nourriture périmée derrière les carrefours avec d'autres invisibles de la ville. Mais surtout, il avait passé des années à chercher Philippe Dumont, l'étudiant comme un entomologiste étudie un insecte rare. Il connaissait chaque propriété de Philippe, chaque habitude, chaque secret murmuré dans les couloirs du pouvoir. Il savait les affaires louches avec la mafia albanaise pour les terrains à Bobigny, les pots de vin aux fonctionnaires municipaux pour les permis de construire, les suicides causés par les expulsions pendant la crise. Mais surtout, depuis 1 an, il vivait dans l'ombre de l'hôtel particulier du 16e, dormant dans les poubelles du parc, observant la vie dorée qui se déroulait derrière le portail. C'est ainsi qu'il avait découvert le plan de Catherine. Les conversations téléphoniques dans le jardin quand elle pensait être seule, les rendez-vous avec Bertrand chaque mardi et jeudi quand Philippe pensait qu'elle était chez le coiffeur et le comptable. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il avait vu l'argent liquide passer de main en main au mécanicien de la concession. Il avait entendu François, le chef de la sécurité, confirmer sa part dans le plan. Philippe écoutait en sentant son monde s'effondrer brique par brique. Non seulement on avait tenté de le tuer, mais il avait été trahi par tous ceux qu'il croyait siens. La femme qui dormait dans son lit depuis 20 ans, l'ami notaire qui gérait ses affaires, le chef de la sécurité qu'il payait grassement, tous acteurs dans une comédie où il était le seul à ne pas connaître le script. Le téléphone de Philippe vibra. Message des banques, tous les comptes bloqués pour activités suspectes, les cartes de crédit annulées, les fonds d'investissement gelés. Catherine avait agi vite, utilisant les procurations qu'il lui avait signées au fil des ans, sans les lire. En quelques minutes, il était passé de milliardaire à indigent. Lucas observait le père qu'il n'avait jamais eu, tandis que celui-ci réalisait l'ampleur du désastre. Il n'y avait pas de satisfaction dans ses yeux, seulement une étrange pitié. Il avait sauvé cet homme non par amour filial. Comment peut-on aimer celui qui vous a nié l'existence? Mais par un sens tordu de la justice. Philippe méritait de connaître la vérité avant de tout perdre. Il méritait de voir le visage du fils qu'il avait effacé. Ils restèrent dans la cabane jusqu'au crépuscule, tandis que dehors, la police ratissait le parc. Mais ce n'était pas la vraie police, Lucas le savait. C'étaient des hommes de Catherine en uniforme, achetés comme tout le reste. Quand la nuit tomba, ils se déplacèrent à travers le Paris invisible que Lucas connaissait comme sa poche. Tunnel du métro abandonné, passage entre les immeubles que les sans-abri se transmettaient, itinéraire qui n'existait que pour ceux qui n'existaient pas aux yeux de la société. Ils arrivèrent sous le pont de Bercy quand la ville dormait. La communauté d'invisibles qui vivait là accueillit Lucas avec la familiarité de ceux qui partagent la même condamnation. Philippe, dans son costume Dior détruit, semblait un alien tombé d'une autre planète. On lui donna un carton pour dormir, une couverture militaire volée Dieu sait où, un morceau de pain rassis qui avait le goût de moisissure. Pour la première fois en 53 ans, Philippe Dumont dormit sur la terre nue, avec le froid de la Seine qui pénétrait dans les eaux et le bruit des rats qui couraient dans l'obscurité. À côté de lui, Lucas dormait tranquille, habitué. De l'autre côté, un professeur d'université réduit à l'alcoolisme récitait Baudelaire dans son sommeil, tandis qu'une prostituée âgée toussait du sang dans un coin. Les jours suivants furent une éducation brutale à la survie. Lucas guida Philippe à travers les entrailles de Paris que les touristes et les riches ne voyaient jamais.
Les soupes populaires des restos du cœur où d'anciens cadres servaient la soupe à d'anciens ouvriers, tous nivelés par la même misère. Les dortoirs improvisés dans les stations abandonnées où les hiérarchies se basaient sur la violence et non sur le compte en banque. Les marchés noirs de faux papiers, de nourriture périmée, de médicaments volés. Philippe apprit à fouiller dans les poubelles à 4 heures du matin avant que les camions de ramassage ne passent. Il apprit à distinguer la nourriture encore comestible de celle empoisonnée, à dormir avec un œil ouvert pour ne pas se faire voler, à se rendre invisible quand les patrouilles passaient. Mais surtout, il apprit à voir les visages de ceux qui l'avaient ruiné. La femme qui lui donna un quignon de pain à la soupe populaire était une employée qu'il avait licenciée pour réduire les coûts. L'homme qui lui montra où trouver de l'eau propre était un maçon resté sans indemnité quand une de ses sociétés avait fait faillite stratégiquement. Le garçon qui le protégea d'une agression était le fils d'un commerçant qui s'était suicidé à cause des dettes avec les usuriers que Philippe utilisait comme collecteurs officieux. L'abbé Pierre, pas le célèbre mais un autre prêtre de rue portant le même nom qui gérait un refuge dans une église désaffectée à Belleville, le reconnut immédiatement. 70 ans de rides, sculptés par la lutte sociale, des yeux qui avaient trop vu pour se faire encore des illusions. Il le regarda longuement, puis regarda Lucas, puis prit une décision qui surprit tout le monde. Il l'aiderait, mais à 3 conditions. Travail à la soupe populaire pour expier, confession publique le moment venu, reconnaissance de Lucas avec tout ce que cela impliquait. Philippe accepta. Il n'avait pas d'alternative, mais surtout, en regardant Lucas qu'il avait sauvé malgré tout, il sentait quelque chose qu'il croyait mort depuis des décennies, le remords. Un vrai remords brûlant pour les vies détruites, pour Marie abandonnée, pour le fils nié. Pendant ce temps dehors, le monde continuait de tourner. Les journaux parlaient de l'enlèvement de Philippe Dumont. Catherine apparaissait à la télévision, des larmes parfaites coulant sur le botox, implorant les ravisseurs de lui rendre son mari. Bertrand à ses côtés, l'ami de la famille inquiet, une performance qui mériterait un César si elle n'était pas si tragiquement réelle. Mais Lucas avait un atout dans sa manche. Dans les années de rue, il avait connu Karim, pas le chef de la sécurité corrompu, mais un autre Karim, un hacker de 19 ans qui vivait d'escroqueries informatiques. En échange de protection contre les gangs roumains, Karim avait commencé à tracer chaque mouvement numérique de Catherine et Bertrand. Il avait tout, transfert aux îles Caïmans, chat WhatsApp sur le plan meurtrier, même la vidéo du mécanicien coupant les freins. 2 semaines plus tard, Catherine joua son coup final. Elle déclara Philippe légalement mort par procédure d'urgence, soudoyant des juges et produisant de faux témoignages. Bertrand devint administrateur du patrimoine. Les biens commencèrent à être liquidés à des prix dérisoires à des sociétés écrans avec des prête-noms. Le moment de vérité arriva le 5 décembre. Catherine avait organisé une conférence de presse au palais de Tokyo pour annoncer la création de la fondation Philippe Dumont, opération de façade pour blanchir l'argent volé. Toute l'élite parisienne serait présente. Philippe entra par la porte principale, méconnaissable après des semaines de rue, barbe négligée, vêtements des restos du cœur, mais surtout des yeux différents. Plus l'arrogance du prédateur, mais la conscience du survivant. Le silence fut sépulcral quand il prit le micro. La confession qui suivit passa à l'histoire. Non seulement il révéla la tentative de meurtre avec des preuves projetées sur l'écran géant grâce au hacker Karim, mais il confessa tous ses crimes. Nom, date, chiffres. Une autodestruction publique totale. Il annonça que chaque propriété serait rendue aux victimes et que Lucas, son fils enfin reconnu, gérerait la redistribution. Catherine fut arrêtée en direct. Bertrand tenta de fuir, mais fut arrêté. Le château de cartes s'effondra en quelques minutes. L'Empire Dumont se dissout, mais de ses cendres commença à naître quelque chose de différent. Le procès fut rapide et impitoyable. Catherine prit 25 ans, Bertrand 20. Philippe, pour sa collaboration totale, 5 ans de travaux d'intérêt général. Mais la vraie condamnation était de vivre avec ce qu'il avait fait, de le regarder en face chaque jour.
Père et fils déménagèrent dans un 2 pièces à Montreuil, dans le même immeuble où avait vécu Marie. Philippe travaillait 18 heures par jour entre la soupe populaire et les chantiers de l'abbé Pierre. Les mains qui avaient signé des contrats de plusieurs milliards nettoyaient maintenant des toilettes et malaxaient du ciment. Lucas reprit les cours du soir, rattrapant les années perdues avec une faim vorace de connaissances. Le soir, ils dînaient ensemble, cassoulés en boîte, parlant de Marie, du passé, du futur. Lentement, douloureusement, ils construisaient quelque chose qui ressemblait à une relation père-fils. Un terrain oublié de Philippe se révéla contenir des vestiges gallo-romains d'une valeur de 20 millions. Lucas, maintenant héritier légal, n'hésita pas. Naquit le centre Marie Dubois pour jeunes sans-abri. 500 jeunes trouvèrent un toit, une éducation, de l'espoir. Philippe en devint le gardien, nettoyant les sanitaires avec la même méticulosité qu'il signait autrefois des accords de plusieurs milliards. 5 ans plus tard, Lucas fut diplômé d'HEC avec les félicitations du jury, comme sa mère. Philippe était assis au premier rang, vieilli mais enfin en paix. Le centre Marie Dubois était devenu un modèle national, sauvant des milliers de jeunes. Lucas épousa Yasmine, fille d'une famille que Philippe avait expulsée des années auparavant. Le cercle de la vengeance se transforma en spirale de pardon. Une fille naquit, ils l'appelèrent Marie. Philippe la tint dans ses bras dans le même hôpital où Lucas était né, où la première Marie était morte seule. Cette fois, ce serait différent. 10 ans après la tentative de meurtre, Philippe nettoyait toujours les toilettes du centre, par choix, comme forme de méditation et de pénitence. Un matin, il trouva un nouveau garçon qui pleurait caché. Histoire similaire, père riche qui l'avait abandonné, mère suicidée. Philippe s'assit à côté de lui sur le sol fraîchement lavé et raconta son histoire. Le garçon le regarda incrédule, puis tendit la main. Philippe la serra. Une autre vie sauvée, un autre cercle qui se fermait pour se rouvrir différemment. Quelque part, dans un au-delà auquel Philippe avait appris à croire, Marie Dubois souriait. Le monstre qu'elle avait aimé était devenu humain. Le fils abandonné était devenu sauveur. La douleur s'était transformée en rédemption. Tout avait commencé avec un SDF qui criait devant un portail doré. Parfois, le salut vient d'où on l'attend le moins. Parfois, les fils sauvent les pères qu'ils n'ont jamais eus. Parfois, seulement parfois, même les monstres apprennent ce que signifie être humain. Le centre Marie Dubois continue de sauver des vies. Sur le mur de l'entrée, une plaque reprend les mots que Lucas dit à Philippe ce premier matin. Même les monstres méritent de connaître la vérité avant de mourir. Et parfois, en connaissant la vérité, ils choisissent de vivre vraiment pour la première fois. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris que personne n'est au-delà de la rédemption, que le sang crée des liens que même l'abandon ne peut briser, que tout perdre peut être la seule façon de se trouver. Laisse un like si tu crois que les secondes chances existent, même pour ceux qui ne les méritent pas. Partage cette histoire avec ceux qui pensent que le destin est écrit dans la pierre. Et souviens-toi, quand la vie te met face à la vérité, même si elle vient de la bouche d'un SDF qui crie désespérément « Écoute », ce pourrait être la seule chance de salut que tu auras.